Ici, on trouve de tout. Des bouts d'os, de plastique, de mégots de cigarettes, etc. Ce que j'ai remarqué, comme ça fait plusieurs années que je viens ramasser régulièrement, c'est qu'avant c'était des gros déchets, faciles à prendre. Mais maintenant, les débris deviennent de plus en plus petits, comme ceux-là. Tellement petits que les gens ne pensent pas à les ramasser. Les gros sont faciles à ramasser. Les plus dangereux, ce sont les petits. Ils sont ingérés par les oiseaux, les poissons, donc il faut absolument les récupérer. Mais on n'y arrive pas toujours. Il y en a tellement dispersés partout, ça prend un temps fou. Il y a aussi un truc qui nous tracasse, mes amis et moi. C'est ça. On ne sait pas d'où ça vient. Ça fait quelques années qu'on en trouve systématiquement. Et ces déchets-là sont très dangereux. Le vrai déclic, il est venu avec le surf. C'est ça qui m'a amené à vraiment m'impliquer. Avant, oui, je militais un peu. Je faisais un peu de prévention. Mais je continue à faire mes courses en utilisant des sacs en plastique, par exemple. J'étais en décalage avec mes idées. C'est en surfant que j'ai pu voir la quantité de déchets dans l'océan. C'est ça qui m'a fait réagir. En rejoignant la Surfrider Foundation, j'ai découvert que la situation était encore plus grave que ce que je pensais. J'ai aussi appris par les médias que nos déchets pouvaient tuer les animaux. Et là, je me suis dit stop, il faut informer, il faut agir. Je ne peux pas me prétendre écolo et continuer mes anciennes pratiques. C'est totalement incohérent. J'étais déjà un peu dans cette démarche, mais c'est le surf qui m'a poussé à m'impliquer vraiment dans les actions de sensibilisation. Cet événement a été un moment fort. On s'est retrouvés entre gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes combats. Je n'étais plus toute seule à militer dans mon coin. C'était épanouissant. On a fait une photo de groupe et on s'est tous jetés à l'eau. On est parti à la rame au loin pour former une ligne. Pas un cercle, une ligne. Et on a sorti les banderoles « Rame pour ta planète ». On est resté comme ça, à flotter pendant une quinzaine de minutes, sans rien dire. J'étais la seule sourde, là avec ma pancarte, un peu intimidée pour parler. C'est eux qui m'ont appelée. J'ai rencontré l'organisateur très sympa. Il m'a dit « T'es sourde ? Waouh, super !» Ça m'a touchée. Ça, c'est des cônes de chantier. Ça, par exemple, c'est des médias filtrants, on appelle ça. On s'en sert, en fait, pour fixer des bactéries, pour traiter l'eau. Ces bactéries-là, par exemple, on va s'en servir aussi pour dépolluer l'eau dans les centres d'épuration. En fait, l'eau potable, elle est nettoyée, elle est rendue potable grâce à ça. Et ça, en fait, on en retrouve partout parce que c'est très petit. Parfois, quand on nettoie les cuves, eh ben, ces petits résidus partent avec l'eau qui est nettoyée. Ça se désagrège au bout d'un moment et ça se casse. Et on en retrouve partout. Ça, pour moi, c'est vraiment typique. C'est le plastique qui fait partie de la nature. Nous, on est déjà dans la démarche. Toi, tu es écolo, toi aussi, moi aussi. Mais les autres, comment les attirer ? Ceux qui ne font pas partie de Rame pour ta planète, qui ne sont pas écolos, comment les faire venir ? J'imagine que quand vous nettoyez la plage, les gens vous voient. Ils peuvent vouloir participer spontanément. Ou bien ils restent là à regarder. Des gens ont déjà demandé à vous aider ? Ou bien ils ne se sentent pas concernés ? Aujourd'hui, je pense que tout le monde, au minimum, est au courant. Et même si on ne se sent pas vraiment concerné, on ne peut pas passer à côté. Donc, Rame pour ta planète, finalement, c'était l'occasion, au-delà de convaincre, c'était de se rencontrer déjà. Et ça a vraiment bien marché, en fait. Et en fait, déjà, les gens de se rencontrer
et de former une communauté autour de cette idée, déjà c'est un grand pas en avant parce qu'on n'est plus tout seul à le faire et c'est là où les choses changent, c'est là où la marche est franchie. S'il n'y a pas un groupe un peu meneur ou qui anticipe ces changements-là, eh ben, c'est des changements qui ne se font jamais. Le déchet, dans nos pays aujourd'hui, il rapporte de l'argent, c'est ça qui est terrible. Entre le moment où on va jeter son déchet à la poubelle, où il va être amené dans un pays pour être recyclé, il va être retraité sous forme de petites billes, il va être envoyé dans un autre pays, peut-être parfois sur un autre continent. Ça donne un espèce de trafic partout dans le monde. On en est arrivé à un point, nous, où diminuer la quantité de déchets aura un impact économique et social sur notre société. Le fait de faire soi-même, ça apporte une satisfaction. On sait d'où viennent les produits, parce que les matières premières, on les achète nous-mêmes. Ce ne sont pas des produits conventionnels, donc de grande surface. Et quelque part, du coup, on contribue à la réduction de la pollution de la planète. Le tout fait maison peut faire peur aux gens parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que on retourne en arrière, c'est-à-dire que on refait tout maison, tout ce qui est rendu plus facile au quotidien est banni, on retourne en arrière alors que pas du tout. On n'est pas très nombreux à faire tout maison et le reste de la population est dans la surconsommation, effectivement. Mais au final, ce côté fait maison se développe de plus en plus et moi, je le vois dans mon entourage et même dans la ville, il y a de plus en plus d'ateliers zéro déchet. Et donc, du coup, il y a cette façon de penser qui change petit à petit et qui se développe. Donc, du coup, je pense que d'ici quelques années, quand même, on va réussir à réduire toute cette surconsommation.
Depuis que je me suis intéressée au zéro déchet, le déclic, ça a été le mot réduire. Au début, réduire, je comprenais pas trop ce que ça recouvrait. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ça signifiait arriver au minimum d'objets. Réduire pour être dans le minimalisme. Et je me suis rendu compte qu'avec le minimalisme, je me sens plus à l'aise dans mon espace de vie, plus à l'aise dans mon quotidien. Je ne pourrais plus continuer à accumuler. En fait, je saturais déjà. Le minimalisme me l'a fait comprendre. Cette démarche a été pour moi une façon de me construire, une façon d'avancer dans la vie, de trouver ma voie. Et je m'y sens bien. Ça, c'est au départ, en 2014. Ensuite, il y a la photo de 2016, celle de 2017. Ça a pris du temps, je trouve, mais aujourd'hui, je me sens bien parce qu'il me reste plus que 3 produits. Tout le reste a disparu. En voyant ça, je le réalise vraiment. Je suis contente. Je vois bien qu'avant, j'en avais beaucoup trop. Je voulais vous montrer cet exemple de ce que j'ai réussi à faire concrètement. Pour moi, la démarche minimaliste est vraiment positive. Mais est-ce que ça a un réel impact sur la planète ? Je ne le crois pas, malheureusement, parce que je vois bien que la plupart des gens sont encore dans l'accumulation d'objets. Je ne sens pas encore d'évolution vers le minimalisme. De mon côté, je vois bien ce que ça apporte. J'avance dans ce sens, mais les autres n'y sont pas encore. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que d'autres s'y mettent, que l'information passe, qu'on montre par des exemples concrets comment on peut vivre avec moins, que les gens se disent « c'est possible », qu'au moins ils y réfléchissent, mais sans les forcer. C'est un problème de mentalité. Les gens aiment tout garder. On ne peut pas leur imposer ce changement comme ça. Betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Ok. Au revoir. Ah, Marie. Pardon. Oui, c'est bon. La planète est tombée.
L'accès au pont était coupé. Les routes étaient bloquées. Impossible d'avancer. Je me suis rapproché et j'ai vu les banderoles. Si c'est pas pour maintenant, c'est pour quand? Qui veut chocolat avec du la vanille mélangé? Moi, mon déclic, il est venu de vous deux. Eh oui. C'est normal. Bien sûr qu'on t'influence. Parfois, vous êtes un peu pénibles, les parents. Vous êtes un peu extrêmes. Ah bon? Mais en vrai, ça va. Par exemple, extrême, c'est-à-dire? Toi, avec les cahiers, t'as pas voulu les couvrir de plastique. T'as voulu absolument mettre un protège-cahier en tissu. Le fabriquer toi-même. Je me suis dit, mais délire, ma mère. Je glisse l'idée par-ci, par-là, pour qu'ils en prennent conscience. La pollution, pour eux, c'est une notion abstraite. Je leur dis, là, tu vois, il y a un nuage de pollution. Ah d'accord, c'est ça, alors on en parle comme ça, naturellement. Après, ce que je leur montre pas, c'est tout ce qui est quand on tue les animaux, quand il y a du sang. Voilà. Mais le reste, je leur montre, hein, tout. Avec lui, le plus petit, je suis plus dans le concret. Parler, c'est du vent. Par exemple, quand il se brosse les dents et qu'il laisse couler le robinet, je dis non, c'est pas bien pour la planète. Ah bon? Et pourquoi? Sinon, il y aura plus d'eau, on pourra plus boire. J'essaie d'utiliser des mots d'enfant. Ah bon, d'accord. Par exemple, les compotes à boire en gourde. Pourquoi on n'en prend plus? Parce que ça remplit la poubelle et que ça fait trop de déchets pour la planète. Après, on va tous en mourir. Je sais, c'est un peu exagéré, mais il faut se mettre au niveau des enfants pour éveiller leur conscience. En ce moment, je suis inquiet. Avec tout ce qu'on voit dans les médias, on peut dire que la planète est malade. Alors oui, je suis inquiet, mais cette inquiétude peut disparaître, à condition que tout le monde fasse des efforts, tous ensemble. Si tout le monde s'y met, on peut arriver à construire un avenir. Tous ensemble. Je me rappelle qu'à une période, Kylian, confronté à toutes ces images, est devenu angoissé, très inquiet. Pour un simple pic de pollution, il disait « ça y est, c'est foutu, on n'a plus d'avenir ». Je me suis rendu compte que peut-être parfois, je lui en disais un peu trop. J'ai tenté de le rassurer en lui disant « non, non, il y a de l'espoir, mais il faut qu'on agisse tous ». Ah d'accord, il faut agir, on ne peut pas baisser les bras en disant « de toute façon, c'est foutu ». Non, il faut faire l'effort, essayer. On verra ce que ça donnera à l'avenir, mais faut se bouger. Moi, ce qui m'a le plus traumatisée, c'est quand mes parents m'ont parlé de la pollution qu'on respirait. Quand je l'ai appris, ça m'a traumatisée. Ils m'avaient dit que pendant les pics de pollution, les gens étaient malades, avaient des vertiges, des maux de tête, ne se sentaient pas bien. Ils ont bien fait de me le dire, mais dès que je voyais un nuage de fumée, je pensais à ça. Je voulais pas. Bon, maintenant je sais que la pollution, c'est pas que des nuages, mais j'y pense quand même. Et toi, qu'est-ce qui te met le plus en colère? Ben, moi, j'ai pas envie de mourir. Ben, quoi? Bah oui. Tu es obsédée par la mort. Pourtant, c'est pas ce que je t'ai appris quand même. Je sais, mais j'ai peur. Quand tu m'as dit « on va tous mourir », je t'ai bien dit que non. Oui, je sais, mais si personne ne fait rien? Oui, c'est sûr que si personne ne fait rien, les problèmes vont empirer. Il y aura beaucoup de feux de forêt, d'inondations. Ça oui, mais on n'en mourrait pas. Par contre, la vie deviendrait très difficile, c'est sûr. Je sais, j'en suis certaine. Mes enfants, cette génération, ne connaîtra pas la même vie que nous. Ils n'auront pas la même enfance.
Ça va changer pour eux. Ils seront plus écolos, ça c'est sûr. Ils feront plus de vélo, c'est certain. Voilà. Ils vivront dans des maisons plus saines. Enfin, plus écologiques. Plus économes en électricité, en eau. Ça c'est sûr. Ils auront une vie différente. Enfin, j'espère. Alors ici, c'est notre coin terrasse. C'est là qu'on se pose, qu'on se détend. On contemple la forêt, on peut admirer les plus beaux arbres, les superbes espèces de chênes qu'on voit là-bas, là, tout autour. Ce spectacle nous apaise. C'est la nature qui nous fait respirer. On se sent comme des petits oiseaux. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on vit ici, qu'on s'est installé. On n'a pas d'électricité, pas d'eau. Pour l'électricité, on va utiliser un panneau solaire. Il n'est pas encore installé, mais c'est prévu. On a déjà repéré le lieu où il y a le plus de soleil. On a trouvé le bon endroit, le plus adapté. Et ça sera là. Pour le moment, on utilise un panneau solaire de randonnée, un petit panneau pliable qui nous sert à recharger le téléphone portable, les batteries de lampe. C'est un moyen provisoire pour avoir de l'énergie. Comme au camping. Pour le moment, on vit comme au camping. Mais ça va devenir une vraie maison. Après le travail, rentrer ici, ça me fait du bien. Déjà, en empruntant le chemin pour arriver, je me sens apaisée, je respire. On est tellement bien, je retrouve mon souffle. Toulouse, j'y vais seulement pour le travail. J'adore enseigner d'ailleurs, mais c'est la ville, ça n'a rien à voir. J'y vais aussi de temps en temps pour le théâtre, le cinéma, pour le côté culturel. J'en ai besoin aussi. J'y retourne occasionnellement. Mais vivre en ville, non merci. La ville, c'est plus pour moi. Ça fait longtemps que j'ai commencé à m'en détacher. Chez moi, c'est ici. Je suis militante. J'ai toujours milité au sein d'associations de sourds, pour la communauté sourde, pour valoriser cette minorité, bien évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. Mais concernant la nature, il y a tellement de combats à mener pour la protection de la planète partout dans le monde. Ok, je pourrais y prendre part aussi. Oui, mais il faut d'abord commencer par soi, par nous. Mettre en œuvre dans notre quotidien des actions concrètes. C'est ça qui permet d'avancer sur cette voie. Sans ça, les combats collectifs sont une perte de temps. Ces gestes concrets, à mon échelle, me permettent de nourrir cette démarche. Pour l'instant, je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en moi et que je vis en lien avec la nature, donc je n'ai pas peur. Il faut arrêter d'avoir peur, arrêter d'entretenir ce sentiment négatif. Moi, je m'en suis libérée et je n'ai plus peur. J'ai encore une vie à vivre.